Les papiers du divorce ont atterri sur la table de la cuisine alors que mes 2 fils nouveau-nés dormaient contre ma poitrine, et mon mari souriait comme s'il venait de remporter quelque chose. Signe, a dit Bruno. Derrière lui, sa patronne, Vanessa Hall, se tenait dans mon salon, une main posée sur son épaule. Elle portait un manteau de laine crème, du rouge à lèvres, et le genre d'expression calme qu'ont les gens qui pensent que l'argent les rend intouchables. J'étais rentré de l'hôpital communautaire militaire de Fort Belvoir depuis 3 jours. 3 jours. J'avais 42 ans, j'étais endolori par une césarienne d'urgence, tournant au café de l'hôpital et avec 2 heures de sommeil, tenant dans mes bras des jumeaux qui avaient encore ces minuscules bracelets bleus d'hôpital autour de leurs chevilles. Mon sac de paquetage de l'armée était près du placard de l'entrée, à moitié déballé. Mes bottes séchaient encore près de la bouche de chauffage parce que cette tempête de décembre était arrivée sur le nord de la Virginie avec force et rapidité. J'ai regardé Bruno et j'ai dit, « Tu l'as amené ici. » Il n'a même pas scié. Ne rends pas les choses plus laides qu'elles ne doivent l'être, Raphaël. Ma belle-mère, Danielle, se tenait près du bar du petit déjeuner, les bras croisés. Elle était restée avec nous pour aider, ce qui consistait principalement à critiquer ma façon de plier les couvertures de bébé et à me dire que le lait maternisé était une solution de facilité. Vanessa a jeté un coup d'œil à ma cuisine comme si elle inspectait un bien en location. Bruno a glissé une enveloppe Kraft vers moi. Les papiers sont équitables. Tu gardes tes affaires personnelles. Je m'occupe de la maison. J'ai failli rire, non pas parce que c'était drôle, mais parce que mon corps ne savait pas quoi faire d'autre. La maison, ai-je dit, celle que ma prime de réengagement a aidé à sauver. Daniel a lancé sèchement, ne commence pas avec ton cinéma de martyr militaire. Un des jumeaux a bougé. Je l'ai remonté plus haut contre mon épaule. Sa petite bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Bruno s'est penché, baissant la voix. Raphaël, je te le demande gentiment. Signe ce soir. C'est là que je l'ai vu. Pas de la peur sur son visage, pas de la culpabilité, mais de la confiance. Il pensait que j'étais trop fatigué pour me battre. Il pensait qu'une femme 3 jours après l'accouchement, avec des points de suture sous son pantalon de survêtement et 2 nourrissons dans les bras, allait simplement céder. J'ai demandé, où suis-je censé aller? Vanessa a finalement parlé. Il y a des refuges pour des situations comme celle-ci. Des situations comme celle-ci? Comme si j'étais un problème d'organisation. Daniel a pointé la porte d'entrée. Prends tes bébés et sors d'ici. Tu as assez embarrassé cette famille. Le vent a frappé la fenêtre si fort que la vitre a tremblé. Pendant une seconde, j'ai regardé les chaussettes de Noël encore accrochées au-dessus de la cheminée. Sur la mienne, il y avait écrit « Raphaël ». Sur celle de Bruno, « Papa », même s'il n'avait pas changé une seule couche depuis notre retour à la maison. Je n'ai pas signé. Je n'ai pas crié. J'ai pris le sac à langer, j'ai blotti les 2 garçons sous mon manteau du mieux que j'ai pu, et je suis sorti dans la neige. Le temps d'atteindre mon vieux Ford Escape, mes mains tremblaient tellement que j'ai laissé tomber les clés 2 fois. Mais avant de démarrer le moteur, j'ai passé un appel. Pas à la police, pas à Bruno, mais à mon officier commandant. Le chauffage de mon vieux Ford Escape crachait un air chaud qui atteignait à peine mes pieds. La neige continuait de s'accumuler sur le pare-brise plus vite que les essuie-glaces ne pouvaient la dégager. Les 2 bébés s'étaient mis à pleurer maintenant, de ce cri désespéré de nouveau-né qui fait battre votre cœur parce que vous savez qu'ils ne comprennent ni le froid ni la peur. Ils savent seulement qu'ils ont faim. Mon téléphone a sonné avant même que je sorte de l'allée. Capitaine Raphaël Cartier. Oui, mon colonel. C'était le colonel Jack Whittaker, mon chef de bataillon. Je viens de recevoir votre message. Où êtes-vous? J'ai regardé ma petite maison en briques à Alexandria. Bruno avait déjà fermé la porte d'entrée. La lumière du porche s'est éteinte. Je quitte la maison. Il y a eu une pause. Puis il a demandé doucement, « Est-ce que vous et les bébés êtes en sécurité ?» Personne ne m'avait demandé ça de toute la soirée. J'ai dégluti difficilement. Je pense que oui. Je pense que oui n'est pas suffisant. Ces mots ont brisé quelque chose en moi. Pour la première fois depuis que Bruno était entré avec Vanessa, j'ai commencé à pleurer. Pas bruyamment, juste des larmes silencieuses qui coulaient sur mon visage pendant que j'essayais de ne pas réveiller les jumeaux plus qu'ils ne l'étaient déjà. Le colonel Whittaker m'a laissé pleurer. Il n'a pas interrompu.
Après presque une minute, il a finalement dit, écoutez attentivement. Conduisez jusqu'à la maison Fisher de Walter Reed. Je passerai un appel avant que vous n'arriviez. Je ne peux pas demander à l'armée de. Ce n'est pas de la charité, capitaine. Vous avez servi 21 ans. Laissez-nous prendre soin de l'un des nôtres. 21 ans. Afghanistan. Koweït. D'innombrables anniversaires passés à l'étranger, manquant les funérailles de ma mère parce que mon unité ne pouvait pas rentrer. Je n'avais jamais rien demandé à l'armée, sauf une autre affectation. Maintenant, j'avais besoin d'un endroit chaud pour dormir. 40 minutes plus tard, une bénévole nommée Marthe m'a accueilli à la porte. Elle semblait avoir la soixantaine, portant des pantoufles duveteuses sous son manteau d'hiver. « Oh, ma chérie » a-t-elle dit en voyant les bébés. Elle n'a pas posé de questions. Elle a simplement ouvert la porte plus grand. Mettons ces petits garçons au chaud. Parfois, la gentillesse est bruyante. Parfois, elle ressemble à quelqu'un qui chauffe un biberon pendant qu'une autre personne déplie une couverture propre. Cette nuit-là, la gentillesse ressemblait à Marthe disant « J'ai déjà fait de la soupe au poulet. En voudriez-vous » Je n'avais pas mangé depuis le petit déjeuner. J'ai presque ri. J'adorerais. Le lendemain matin, la réalité a frappé. Mon compte courant contenait exactement 1842 $. Le paiement de l'hypothèque était dû dans 12 jours. Bruno avait annulé mon accès à notre carte de crédit conjointe avant minuit. Je l'ai découvert en essayant d'acheter des couches en ligne. Carte refusée. Encore. Encore. J'ai fixé l'écran. Il avait planifié ça. Marthe a regardé par-dessus mon épaule. Les hommes comme ça le font généralement. À midi, mon téléphone a vibré. C'était un message texte de Bruno. Que votre avocat contacte le mien. Rien sur les bébés. Rien pour demander où nous étions. Rien pour demander si nous avions traversé la tempête de neige en toute sécurité. 5 minutes plus tard, un autre message est apparu. Ne rends pas les choses difficiles. Vanessa et moi allons de l'avant. Vanessa et moi. Pas même 24 heures. J'ai supprimé les 2 messages. Plus tard dans l'après-midi, j'ai rencontré une avocate de l'assistance juridique sur la base. Le commandant Hélène Brox a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle s'est penchée en arrière dans son fauteuil. Raphaël, qui a payé la compte sur la maison? Mes parents. Et au nom de qui est l'acte de propriété original? Mon père et moi. Elle a souri. Incroyable. Quoi? Je ne pense pas que votre mari comprenne ce qu'il vient de faire. Pour la première fois depuis que j'avais quitté cette maison, j'ai ressenti autre chose que du chagrin. Ce n'était pas du bonheur. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la curiosité. Le commandant Brox a ouvert un dossier. Je pense que nous devons éplucher tous les documents financiers que votre mari a touchés au cours des 5 dernières années. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi? Elle m'a regardé droit dans les yeux. Parce que les hommes qui pensent avoir déjà gagné deviennent généralement négligents. Et quelque chose me dit que Bruno a été négligent pendant très longtemps. J'ai passé la semaine suivante à apprendre quelque chose que je souhaite à aucune femme de devoir apprendre. Quitter un mauvais mariage est émotionnel. En démêler un est une affaire commerciale. Chaque matin à 6 heures, je nourrissais les jumeaux, je les emmitouflais dans leurs poussettes, et je marchais sur les trottoirs tranquilles autour de la maison Fisher pendant que la neige crissait sous mes bottes. L'air froid m'aidait à me vider la tête. Les bébés s'endormaient généralement après 10 minutes, me donnant assez de paix pour réfléchir. Quand ils dormaient, je rassemblais des papiers, registres hypothécaires, déclarations de revenus, police d'assurance, relevés bancaires. Au 4e jour, ma table de salle à manger à la maison Fisher ressemblait plus à une salle des pièces à conviction qu'à un endroit pour manger. Le commandant Hélène Brox est passé après le travail, apportant 2 cafés et un bloc-notes jaune. « Vous avez été bien occupé » a-t-elle dit. Je n'arrivais pas à dormir. Elle a souri d'un air entendu. La plupart des gens pleurent après un divorce. J'ai déjà fait ça. Elle a examiné les documents. Puis son sourire a disparu. Raphaël, saviez-vous que Bruno a refinancé la maison l'année dernière? J'ai levé les yeux. Quoi?
il a contracté un prêt sur la valeur nette de la maison. Je n'ai jamais rien signé. Elle a tourné un document vers moi. J'ai regardé la signature. Elle ressemblait à la mienne. Presque. Même inclinaison, mêmes initiales, même fioriture sous le nom de famille, mais ce n'était pas la mienne. J'avais signé des milliers de documents de déploiement militaire au cours de ma carrière. Je connaissais ma propre écriture mieux que quiconque. Quelqu'un s'y était entraîné. Le commandant Brox a dit doucement, il pourrait s'agir d'un faux. Pendant un instant, je n'ai pas pu respirer. La maison n'était pas seulement un foyer. Elle avait appartenu à mes parents avant qu'ils ne prennent leur retraite au Tennessee. Quand Bruno et moi nous sommes mariés, papa avait accepté de me transférer la propriété parce qu'il voulait que les jumeaux, un jour, grandissent là où j'avais grandi. Bruno avait emprunté près de 300 000 $ contre elle. Sans me le dire. Où est passé l'argent, ai-je chuchoté. C'est notre prochaine question. 2 jours plus tard, la réponse a commencé à apparaître. Pas de la banque, mais de Facebook. Un des collègues de Bruno a posté des photos d'une fête de fin d'année de l'entreprise. Vanessa se tenait à côté de lui, portant des boucles d'oreilles en diamant que je n'avais jamais vues auparavant. La légende disait, célébration d'une autre année record. Quelqu'un a commenté, j'adore votre nouvelle maison de plage. Maison de plage. Bruno et moi n'avions jamais possédé de maison de plage. J'ai cliqué sur le profil de Vanessa. C'était là, une photo d'elle debout sur une terrasse surplombant la baie de Chesapeake. Derrière elle se tenait Bruno, son bras autour de sa taille. Date de publication, 8 mois plus tôt. 8 mois. J'ai baissé les yeux sur les jumeaux qui dormaient à côté de moi. Cela signifiait qu'ils la voyaient déjà pendant que nous choisissions les prénoms des bébés, pendant que nous peignions la chambre d'enfant, pendant qu'ils me tenaient la main lors des rendez-vous prénataux. J'ai fermé l'ordinateur portable, non pas parce que j'étais en colère, mais parce que soudain, tout avait un sens. Ce soir-là, mon père a appelé. Comment vont mes petits-fils? Ils mangent sans arrêt. Ils ont l'air en bonne santé. Ils le sont. Il y a eu un long silence avant qu'il ne demande, et toi? J'ai failli mentir. Au lieu de cela, je lui ai tout dit. Chaque détail. Quand j'ai eu fini, papa n'a pas parlé pendant plusieurs secondes. Finalement, il a dit, Raphaël, je dois te dire quelque chose. Quoi? J'ai froncé les sourcils. Que veux-tu dire? L'acte de propriété exige toujours ma signature pour tout refinancement ou vente. Je me suis redressé. Quoi? J'ai insisté sur cette clause après que Bruno n'arrêtait pas de poser des questions étranges sur la valeur de la propriété. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Donc s'il a refinancé sans moi. Papa a laissé échapper un lent soupir. Il a peut-être commis une fraude hypothécaire. Pour la première fois, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement un mari cruel qui quittait sa famille. Bruno avait construit sa nouvelle vie sur des mensonges. Et les mensonges laissent des traces écrites. Beaucoup de traces écrites. Le commandant Brox avait eu raison. Plus Bruno devenait confiant, plus il devenait négligent. Le lundi suivant a commencé comme tous les autres depuis que ma vie s'était effondrée. Nourrir les jumeaux, changer les couches, répondre aux courriels des ressources humaines de l'armée, rencontrer mon avocate, faire semblant de ne pas être épuisé. Les garçons avaient enfin pris un rythme. Toutes les 3 heures, ils voulaient des biberons. Entre les tétés, ils enroulaient leurs petits doigts autour des miens et s'endormaient sans le moindre souci. Les regarder me rappelait pourquoi je ne pouvais pas me permettre de prendre des décisions émotionnelles. Je devais en prendre des intelligentes. À 9 heures ce matin-là, le commandant Hélène Brox est entré dans le bureau juridique avec un épais dossier. J'ai quelque chose. Elle a étalé plusieurs relevés bancaires sur la table de conférence. Vous vous souvenez du prêt sur la valeur nette? J'ai hoché la tête. Nous avons retracé la majeure partie de l'argent. Elle a pointé une transaction surlignée. 96 000 $. Puis une autre, 41 500 $. Une autre, 78 000 $. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que je regarde? Elle a glissé une autre page vers moi. Concessionnaire de voitures de luxe. L'acompte de la maison de plage. Bijoux haut de gamme. Mon Dieu. Et ceci.
Elle a tapé sur la dernière transaction. Holt Conseil Exécutif SARL. J'ai regardé le nom. Holt. Vanessa Hall. Donc Bruno a viré de l'argent directement à sa société, à plusieurs reprises. Le silence s'est fait dans la pièce. J'ai chuchoté, il a utilisé notre maison pour financer la vie d'une autre femme. Le commandant Brox a terminé la phrase pour moi. Cet après-midi-là, j'ai reçu un courriel de l'avocat de Bruno. L'objet était « Offre de règlement final ». Je l'ai ouvert. Bruno voulait presque tout, la maison, son compte de retraite, l'épargne commune, même la table de salle à manger en noyer antique de mon grand-père. En bas, il y avait une phrase « Madame Cartier n'a aucune capacité réaliste de maintenir la résidence conjugale ». J'ai ri. J'ai vraiment ri. Le commandant Brox a levé les yeux. Qu'est-ce qui est drôle? Il pense que je suis fauché. Elle a souri. C'est utile. Plus tard dans la soirée, mon père est venu en voiture du Tennessee. C'était près de 10 heures de route. Il est arrivé vêtu de sa vieille veste en flanelle et transportant assez de nourriture faite maison pour nourrir la moitié du quartier. Dès qu'il a vu les jumeaux, son visage s'est adouci. Voilà mes garçons. Il a tenu chaque petit-fils avec précaution avant de me regarder. Tu as perdu du poids. J'ai été occupé. Tu as survécu. Il ne m'a pas demandé la permission avant de me serrer dans ses bras. Je n'avais pas réalisé à quel point j'en avais besoin. Pendant le dîner, papa a discrètement posé un autre dossier sur la table. Je suis passé au bureau du cadastre du comté avant de venir. J'ai regardé à l'intérieur. Des copies de registres de propriété. Des actes originaux, des dépôts de prêts. Une page avait une note autocollante jaune vif attachée, signature manquante. Je l'ai regardée. C'est la tienne. Il a hoché la tête. Ils ont déposé des documents de refinancement sans mon approbation notariée. Ils l'ont falsifié. Ils ne l'ont certainement pas obtenu de moi. Il s'est penché en arrière. Raphaël, je dirige une entreprise de construction depuis 40 ans. Je sais. J'ai vu des gens tricher. Je sais. Mais j'ai aussi appris quelque chose. Quoi? Le premier mensonge en appelle toujours un autre. 3 jours plus tard, ce deuxième mensonge est finalement apparu. Bruno a appelé. Pas pour prendre des nouvelles des jumeaux. Pas pour s'excuser. Sa voix semblait étrangement enjouée. Raphaël, que veux-tu? J'ai entendu dire que ton père a fouiné dans les registres du comté. Je n'ai rien dit. Il a gloussé. Ça n'aura pas d'importance. Qu'est-ce qui n'aura pas d'importance? La paperasse est faite. Tu as l'air confiante. Je le suis. Puis il a ajouté quelque chose qui m'a coupé le souffle. Oh, et ne t'attends plus à ce que quelqu'un de Chanel 7 réponde à tes appels. Mon estomac s'est noué. De quoi parles-tu? Je sais que tu as postulé là-bas. Seules 3 personnes savaient que j'avais récemment postulé pour le poste civil aux affaires publiques à la chaîne d'information Channel 7 de Washington après ma retraite imminente du service actif, moi, le directeur de la station, et Vanessa. Sa société de conseil gérait les partenariats médiatiques d'entreprise. Bruno n'avait pas seulement volé ma maison. Il essayait de détruire la carrière que j'avais mis 21 ans à construire. J'ai mis fin à l'appel sans un mot de plus. Puis j'ai repris mon téléphone. Cette fois, je n'appelais pas mon avocate. J'appelais quelqu'un qui me devait une faveur depuis 15 ans. Quelqu'un qui travaillait chez Channel 7. Et pour la première fois, j'avais enfin un plan. Le lendemain matin, je me tenais devant la maison Fischer avec une tasse de café qui avait déjà refroidi. Les jumeaux dormaient à l'intérieur. Pour une fois, le monde semblait silencieux. Puis mon téléphone a vibré. Raphaël Cartier. La voix était familière, même après toutes ces années. Linda? Linda Moral a ri. Je me demandais si tu me reconnaîtrais. Nous avions travaillé ensemble en Afghanistan en 2010. À l'époque, elle était spécialiste des affaires publiques de l'armée. Après avoir quitté le service, elle avait bâti une carrière primée dans le journalisme télévisé et était maintenant directrice de l'information à WJLA TV, Channel 7, à Washington.
Elle avait aussi été l'une des 3 personnes qui savaient que j'avais postulé pour un poste de communication civile. Je suis contente que tu aies appelé, a-t-elle dit. J'ai failli ne pas le faire. Je m'en doutais. Je me suis appuyé contre la rampe. Je dois te demander quelque chose. Vas-y. Est-ce que quelqu'un t'a dit de ne pas m'embaucher? Il y a eu un long silence. Finalement, elle a répondu. Oui. Mon estomac s'est serré. Qui? Une femme nommée Vanessa Hall. J'ai fermé les yeux. Linda a continué. J'ai ri une fois. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que le mensonge était si incroyable. Je ne l'ai même jamais rencontré. Je sais. J'ai vérifié ton dossier militaire avant d'écouter qui que ce soit d'autre. Elle a marqué une pause. 21 ans de service exemplaire, de multiples distinctions. Une Bronze Star, une Meritorious Service Medal, 0 mesure disciplinaire. Puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Raphaël, on ne se bâtit pas une telle réputation du jour au lendemain. Les larmes m'ont rempli les yeux. On l'a bâti sur toute une vie. Cet après-midi-là, Linda m'a invité à la station. Pas pour un autre entretien, juste pour parler. Marthe s'est joyeusement portée volontaire pour garder les jumeaux pendant 2 heures. Allez-y, a-t-elle dit en me faisant signe de me diriger vers la porte. Vous méritez une conversation d'adulte. Chanel 7 ressemblait exactement à ce dont je me souvenais. Des lumières vives, des couloirs animés, des gens transportant des caméras et du café en même temps. Linda m'a retrouvé près de la salle de rédaction. Elle m'a serré dans ses bras avant de dire un mot. Tu as l'air fatigué. J'ai des jumeaux d'1 mois. Elle a ri. Argument valable. Nous avons passé près d'1 heure à parler, non pas de télévision, mais d'intégrité, de service public, de ce qui se passe quand les gens honnêtes restent silencieux tandis que les malhonnêtes se font plus bruyants. Finalement, elle a ouvert un dossier. Raphaël, à l'intérieur se trouvait ta candidature. Je ne t'ai jamais rejeté. Tu ne l'as pas fait? J'ai mis ton dossier en attente parce que Vanessa a insisté pour que je le fasse. Elle s'est penchée en avant. Puis quelque chose d'étrange s'est produit. Quoi? Elle n'arrêtait pas d'appeler. Combien de fois? 5. 5. Essayant de me convaincre de ne pas embaucher quelqu'un qu'elle n'avait soi-disant jamais rencontré. Linda a souri. Cela a déclenché toutes mes sonnettes d'alarme. Avant que je ne parte, elle m'a arrêté. Encore une chose. Elle m'a tendu une carte de visite. La station lance une nouvelle émission hebdomadaire pour honorer les vétérans qui font la différence après leur service militaire. Je l'ai regardé. Nous aimerions que vous soyez notre premier invité. J'ai cligné des yeux. Je n'ai rien fait. Elle a souri. Vous avez servi votre pays. Vous avez survécu à une trahison, et maintenant vous élevez des jumeaux nouveau-nés toutes seules. Croyez-moi, nos téléspectateurs préféreraient entendre quelqu'un de vrai plutôt qu'un autre politicien. Pendant un instant, je n'ai pas pu parler. Puis j'ai demandé doucement, quand serait-ce diffusé? Linda a jeté un coup d'œil à son calendrier. Le 2e samedi de mars, exactement 4 mois après que Bruno m'a mise à la porte. En rentrant, je ne pensais pas à la télévision. Je pensais au timing. Bruno avait passé des mois à essayer de détruire ma crédibilité avant même que je sache qu'il y avait un combat. Maintenant, sans s'en rendre compte, il m'avait offert quelque chose de bien plus précieux que la vengeance, une chance pour que la vérité atteigne des milliers de personnes. Et contrairement au mensonge, la vérité n'a pas besoin d'un timing parfait. Elle a juste besoin d'un micro. Le matin de l'interview a commencé à 4h45. Non pas parce que je devais être tôt à la station de télévision, mais parce qu'un des jumeaux a décidé que 4h45 était l'heure du petit déjeuner. Son frère était d'accord. À 6h, les 2 garçons étaient nourris, changés, et portaient d'une manière ou d'une autre des pulls bleus assortis que Marthe leur avait tricotés. Elle se tenait dans la cuisine, souriant fièrement. On dirait des petites recrues de la marine. Ce sont des bébés de l'armée de terre, ai-je corrigé avec un sourire. Elle a ri. Je suppose que je leur pardonnerai. Pour la première fois depuis des mois, je me suis surprise à rire sans me forcer. Chanel 7 a envoyé un chauffeur. Quand nous sommes arrivés à Arlington, Linda attendait dans le hall.
Prête? J'ai briefé des généraux auparavant, ai-je souri, et je n'ai jamais été aussi nerveuse. L'interview n'était pas ce à quoi je m'attendais. Personne n'a posé de questions sur Bruno. Personne n'a posé de questions sur Vanessa. Personne n'a mentionné le divorce. Au lieu de cela, l'animateur, Michel Reeves, s'est penché en avant et a demandé « Qu'est-ce qui vous a poussé à servir pendant 21 ans ?» J'y ai réfléchi, puis j'ai répondu honnêtement. Les gens. Mes soldats. Mon pays. Et la conviction que lorsque quelqu'un à côté de vous tombe, vous ne l'abandonnez pas. Michel a hoché la tête. Est-ce pour cela que vous avez choisi d'adopter 2 chiens de travail militaire à la retraite après votre déploiement? J'ai souri. Ils m'ont sauvé plus que je ne les ai sauvés. L'équipe a rigolé. La conversation est restée simple. La vie militaire, la maternité tardive, trouver un but après le service. Quand les jumeaux se sont agités à mi-parcours de l'interview, Michel a souri à la caméra. Eh bien, je dirais qu'ils sont prêts pour le déjeuner. Tout le monde a ri. Rien ne semblait mis en scène. Rien ne semblait dramatique. Juste réel. Quand le tournage s'est terminé, Linda m'a raccompagné vers le parking. Vous n'avez jamais mentionné votre mari. Je n'étais pas là pour ça. Elle s'est arrêtée de marcher. Vous savez, quand Vanessa n'arrêtait pas de m'appeler. J'ai levé les yeux. Honnêtement, je m'attendais à quelqu'un d'amer. Et j'ai rencontré quelqu'un de gracieux. J'ai haussé les épaules. Être en colère est épuisant. Elle a souri. Et puis, ça donne une télévision exécrable. Ce samedi matin-là, Marthe a insisté pour faire des crêpes. Papa était revenu la veille au soir. Nous nous sommes tous entassés dans le petit salon. Les jumeaux ont dormi pendant tout le programme. Typique. À exactement 9 heures, l'émission a commencé. Le générique montrait des photos de ma carrière dans l'armée. L'entraînement à Fort Bénin. Une cérémonie de déploiement. Un exercice en terrain boueux où tout le monde avait l'air d'avoir 20 ans de moins. Puis la caméra est revenue sur moi, tenant mes fils. La voix de Michel a rempli la pièce. Le capitaine Raphaël Cartier pensait que ses batailles les plus difficiles étaient à l'étranger. Elle n'aurait jamais imaginé que la plus dure commencerait après son retour à la maison. Je ne m'attendais pas à cette phrase. Papa a discrètement tendu la main et m'a serré l'épaule. De l'autre côté de la ville, dans une grande maison moderne surplombant le Potomac, Bruno était assis dans son salon, buvant du café. Vanessa est entrée, son ordinateur portable à la main. Il a haussé les épaules. Rien. Puis l'écran a changé. Mon visage est apparu. Bruno a failli laisser tomber sa tasse. Quoi? L'animateur a souri chaleureusement. Aujourd'hui, nous rendons hommage au capitaine de l'armée Raphaël Cartier. Bruno s'est penché en avant. Vanessa s'est figée. La caméra me montrait tenant nos jumeaux. Puis des photos de ma carrière militaire. Puis des images de bénévoles à la maison Fischer. Rien sur le divorce. Rien sur la trahison. Juste la vérité. Vanessa a chuchoté lentement, pourquoi est-elle à la télévision? Bruno n'a pas répondu. Parce qu'il ne le pouvait pas. L'interview s'est terminée avec Michel disant, parfois, les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui font le plus de bruit. Parfois, ce sont simplement celles qui continuent d'être présentes. Mon téléphone a commencé à vibrer avant la fin du générique. Message texte après message texte. D'anciens amis de l'armée, d'anciens voisins, des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Un message disait simplement, je ne savais pas ce qui s'était passé. Nous sommes avec toi. Puis un autre, Raphaël, appelle-moi. Je crois que je sais quelque chose sur les finances de Bruno. J'ai regardé l'expéditeur. C'était l'ancien comptable de Bruno. Et soudain, l'histoire n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. J'ai composé le numéro avant de pouvoir me raisonner. L'homme a répondu à la deuxième sonnerie. Raphaël? C'est Thomas. Ça fait longtemps. Thomas Bennett avait été le comptable de Bruno pendant près de 7 ans. Nous nous étions rencontrés des dizaines de fois pendant la période des impôts. Ce n'était pas le genre d'homme à apprécier les commérages. Il parlait avec précaution,
portait les mêmes mocassins marrons chaque mois d'avril, et apportait toujours une calculatrice au lieu de faire confiance à celle de son téléphone. Si Thomas appelait, quelque chose n'allait pas. « Je vous ai vu ce matin », a-t-il dit. L'interview. Ma femme l'avait mise. Il a hésité. Je vous dois des excuses. J'aurais dû appeler il y a des mois. Mon estomac s'est noué. Je ne peux pas tout expliquer au téléphone. Alors expliquez ce que vous pouvez. Une autre pause. J'ai démissionné des comptes de Bruno il y a 3 mois. Pourquoi? Parce qu'il m'a demandé de valider des états financiers que je savais inexacts. J'ai serré le téléphone plus fort. Raphaël, il y a des choses que vous devez voir. Cet après-midi-là, papa a gardé les jumeaux pendant que je conduisais jusqu'à un petit restaurant à Fairfax. Thomas était déjà là. Même mocassin marron, même moustache grise soignée, mais il avait l'air plus vieux que dans mon souvenir. Il a glissé une épaisse enveloppe Kraft sur la table. Je l'ai regardé sans l'ouvrir. Des copies de quoi? De tout ce que je pouvais légalement. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des notes de frais d'entreprise, des déclarations d'impôts fonciers, des virements bancaires. Des notes autocollantes jaunes étaient attachées à plusieurs pages. Thomas a pointé la première. Vous voyez ça? Un virement de 82 400 $. Destinataire, Holt Conseil Exécutif SARL. Bruno a classé cela comme une dépense de conseil en affaires, mais ce n'en était pas une. Thomas m'a adressé un sourire las. Raphaël, votre mari vend du matériel industriel. Je sais. Sur quoi exactement sa patronne le conseillait-elle chaque mois? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Thomas a tourné une autre page. Celle-ci m'a encore plus dérangé. La description du paiement indiquait « aide au logement pour cadre », près de 140 000 $. La maison de plage? Thomas a hoché la tête. Il a utilisé les fonds de l'entreprise pour aider à l'acheter. Était-ce légal? Pas si le conseil d'administration ne l'a jamais approuvé. J'ai lentement levé les yeux. Vous êtes en train de me dire que Bruno ne me trompait pas seulement. Non. Il volait peut-être aussi son employeur. Thomas a joint les mains. Je ne peux pas l'accuser d'un crime, mais je peux vous dire que les chiffres ne collent pas. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous n'a parlé. Finalement, j'ai posé la question qui me hantait depuis des mois. Est-ce que tout le monde était au courant? Thomas a semblé sincèrement surpris. Non. Les gens soupçonnaient la liaison. Mais personne ne savait qu'il prévoyait de vous quitter juste après la naissance des jumeaux. Il a soupiré. Quand ils ont vu votre interview ce matin. Quoi? Beaucoup de gens ont commencé à parler. Pas de vous. De Bruno. Avant de partir, Thomas m'a tendu une dernière enveloppe. Celle-ci ne vient pas de moi. Alors de qui? Elle est arrivée anonymement à mon bureau. À l'intérieur se trouvait une clé USB. Pas de mots, pas d'adresse de retour. Seulement 3 mots écrits au marqueur noir, surveillez les courriels de Vanessa. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Je ne l'ai pas ouverte. Pourquoi pas? Je ne voulais pas que quelqu'un m'accuse d'avoir falsifié des preuves. Des preuves? Ce mot a résonné dans ma tête pendant tout le trajet du retour. Ce soir-là, le commandant Brox a examiné tout ce que Thomas nous avait donné. Elle a soigneusement organisé les documents dans des dossiers séparés, hypothèques, dépenses d'entreprise, virements personnels. Puis elle a brandi la clé USB. Nous n'allons pas brancher ça sur votre ordinateur portable. Je m'en doutais. Elle a souri. Je connais quelqu'un au commandement de la cyberdéfense de l'armée qui me doit une faveur. 1 heure plus tard, la clé était entre des mains professionnelles. Nous nous sommes assis en silence, attendant les résultats. Finalement, le téléphone a sonné. Le commandant Brox a écouté sans parler. Puis elle m'a lentement regardé. Quoi? Elle a baissé le téléphone. La clé contient des centaines de courriels. J'ai attendu. Ils sont entre Vanessa et quelqu'un du conseil d'administration de l'entreprise. Mon cœur a raté un battement. Bruno? Elle a secoué la tête. Non. C'est quelqu'un de beaucoup plus haut placé. Je n'ai pas dormi cette nuit-là.
Non pas parce que les jumeaux étaient agités. Ils m'ont en fait accordé près de 4 heures ininterrompues, ce qui ressemblait à un miracle. Je ne pouvais pas dormir parce que je n'arrêtais pas de penser à une phrase, quelqu'un de beaucoup plus haut placé. À 8 heures le lendemain matin, le commandant Brox a appelé. Ils ont fini d'examiner la clé. J'arrive. Le bureau de la cybersécurité occupait un simple bâtiment en briques à Formide. Rien d'extraordinaire. Des néons, de la moquette grise, des bureaux fournis par le gouvernement. Un analyste civil nommé Kevin nous a accueillis. La chaîne de possession est documentée, a-t-il dit. Tout ce que nous avons trouvé est préservé. Il a projeté les courriels sur un grand moniteur. Des centaines de messages. La plupart étaient ordinaires, horaires de réunion, approbation de budget, plan de voyage. Puis Kevin a ouvert un fil de discussion. Mon estomac s'est noué. L'expéditeur était Vanessa. Le destinataire n'était pas Bruno. C'était Richard Langford, le président du conseil d'administration. Un courriel disait, Bruno fera tout ce que je lui dirai. Il est désespéré pour la promotion. Un autre disait, une fois que son divorce sera finalisé, il n'y aura plus rien pour le retenir. Je me suis senti mal. Le commandant Brox est resté calme. Continuez. Kevin a cliqué sur un autre message. Celui-ci joignait des projections financières. Vanessa avait écrit, une fois que le refinancement sera passé, il aura assez de liquidités pour investir dans le projet Chesapeake. J'ai froncé les sourcils. Le refinancement? Kevin a hoché la tête. Il parlait de votre maison. Le silence s'est fait dans la pièce. Je ne regardais plus seulement une liaison. Je regardais un plan. Un plan très coûteux. Kevin a ouvert un autre fichier. Il y a des courriels supprimés. Pouvez-vous les récupérer? Nous l'avons déjà fait. Il en a ouvert un. Richard Langford avait écrit, assurez-vous que Raphaël signe rapidement. Nous n'avons pas besoin de complications inutiles. J'ai fixé l'écran. Il était au courant pour moi. Le commandant Brox a répondu doucement, il en savait assez. En rentrant, je n'arrêtais pas de me repasser ces mots. Nous n'avons pas besoin de complications inutiles. C'était moi. Pas Raphaël, pas le capitaine Cartier, pas une épouse, pas une mère. Une complication. Curieusement, entendre cela m'a fait cesser de m'apitoyer sur mon sort. Parce qu'une fois que quelqu'un vous réduit à un obstacle, vous cessez de vous soucier de le décevoir. Cet après-midi-là, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était Linda de Chanel 7. Vous êtes devenu étonnamment populaire. Que s'est-il passé? Notre interview a près d'1 million de vues en ligne. 1 million. Et nous avons reçu des dizaines de courriels de vétérans. Elle a hésité. Un CD marqué. Pourquoi? Il vient de quelqu'un qui a travaillé dans l'entreprise de Bruno. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Linda a ouvert le courriel. Ils affirment que les employés subissent des pressions pour falsifier les notes de frais depuis des années. Je me suis penché en avant. Ont-ils donné un nom? Non, mais ils ont joint des fiches de paie. À ce stade, j'avais des documents hypothécaires, des virements bancaires, des notes de frais d'entreprise, des courriels récupérés, des fiches de paie anonymes. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin. Mais j'avais encore un problème. Rien de tout cela n'avait d'importance à moins que les responsables ne soient disposés à écouter. 2 jours plus tard, cette opportunité s'est présentée. Thomas a appelé. L'assemblée générale annuelle des actionnaires de l'entreprise a lieu vendredi. Et alors? Le conseil d'administration doit répondre publiquement aux questions. Je ne possède pas d'action. Si. Non. Vous avez hérité de 50 actions avec droit de vote de votre grand-père lorsque l'entreprise est entrée en bourse. J'ai cligné des yeux. J'avais oublié. Bruno comptait là-dessus. J'ai ri pour la première fois depuis des semaines. Il avait oublié aussi. Vendredi matin, j'ai enfilé mon uniforme de service de l'armée. Non pas parce que je voulais attirer l'attention, mais parce qu'après 21 ans, il me rappelait qui j'étais avant que Bruno ne me convainque que je n'étais pas assez. Papa tenait l'un des jumeaux pendant que j'ajustais ma veste. Tu es nerveuse? Terrifiée. Il a souri. Bien.
Le courage, ce n'est pas d'entrer sans peur. C'est d'entrer quand même. J'ai embrassé les 2 garçons sur le front. Puis j'ai conduit vers le centre-ville de Washington. Pour la première fois depuis cet après-midi neigeux de décembre, je ne fuyais pas quelque chose. J'allais vers quelque chose. Le siège de Holt Systems Industriels se trouvait à seulement 3 pâtés de maison de la Maison Blanche, un immeuble de verre de 20 étages que j'avais visité exactement 2 fois pendant mon mariage. Les 2 fois, Bruno m'avait demandé de ne pas porter mon uniforme. Les gens ici ne comprennent pas vraiment la culture militaire, avait-il dit. Debout dans le hall ce vendredi matin, j'ai réalisé ce qu'il avait vraiment voulu dire. Il ne voulait pas que quiconque compare nos vies. La réceptionniste a levé les yeux. Bonjour. J'ai souri. Je suis Raphaël Cartier. Je suis ici pour l'Assemblée générale annuelle des actionnaires. Elle a cherché sur la liste. Je ne vois pas votre nom. Thomas m'avait prévenu que cela pourrait arriver. J'ai discrètement glissé mon certificat d'action sur le comptoir. Je crois que ces actions avec droit de vote me qualifient. Son expression a changé immédiatement. Un instant, madame. 5 minutes plus tard, je suis entré dans la salle du conseil. Près de 80 actionnaires remplissaient les sièges. Des tasses de café, des bloc-notes, des costumes coûteux. À l'avant était assis Richard Langford. À côté de lui, Vanessa. Bruno. Au moment où Bruno a levé les yeux, toute couleur a quitté son visage. Il a chuchoté quelque chose à Vanessa. Elle s'est retournée. Nos regards se sont croisés. Pendant une seconde, elle a eu exactement le même air que moi des mois plus tôt, complètement prise au dépourvu. Richard s'est éclairci la gorge. La séance va maintenant commencer. Les rapports financiers sont venus en premier. Revenus, plan d'expansion, bénéfices trimestriels. J'ai écouté tranquillement. Thomas était assis 3 rangées derrière moi. Il n'a jamais regardé dans ma direction, exactement comme nous en avions convenu. Puis Richard a annoncé, nous allons maintenant prendre les questions des actionnaires. Ma main s'est levée. La salle est devenue silencieuse. Richard a forcé un sourire. Oui, Madame Cartier. Je me suis levé. Ma question concerne les dépenses des cadres. Bruno fixait le sol. Richard a répondu avec aisance, nos états financiers ont été examinés par des experts indépendants. J'en suis sûr. J'ai pris le premier dossier. Quelqu'un peut-il expliquer pourquoi les fonds de l'entreprise ont payé plus de 100 000 $ pour un logement de cadre lié à Holt Conseil Exécutif? Le sourire de Vanessa a disparu. Richard a ajusté ses lunettes. Je ne suis pas familier avec cette transaction. Je pensais que vous diriez ça. J'ai brandi un autre document. Ce virement porte votre approbation. Des murmures se sont répandus dans la salle. Richard a jeté un coup d'œil au directeur financier de l'entreprise. Le directeur financier a lentement secoué la tête. Il n'avait jamais vu ces documents auparavant. J'ai continué, question suivante. J'ai placé une autre page sur le projecteur. Ce virement bancaire indique des honoraires de conseil payés mensuellement à Madame Vanessa Hall. Vanessa a finalement parlé. Mon entreprise a fourni des services légitimes. J'ai hoché la tête. Merveilleux. Alors je suis sûr que vous pouvez expliquer pourquoi ces mêmes paiements ont coïncidé avec des achats personnels effectués par Monsieur Bruno Cartier. Bruno s'est levé brusquement. C'est ridicule. Non, ai-je dit calmement. Ceci, c'est de la comptabilité. Quelques personnes ont ri, pas fort, juste assez pour que le visage de Bruno devienne rouge vif. Richard a tenté de reprendre le contrôle. Cette réunion n'est pas le lieu approprié. C'est devenu le lieu approprié, ai-je interrompu, au moment où l'argent de l'entreprise a commencé à financer des relations privées. La salle a éclaté en chuchotement. Quelqu'un près du fond a dit doucement, est-ce que c'est vrai? Un autre actionnaire a levé la main. J'aimerais que ces documents soient versés au dossier. Puis une autre voix. Moi aussi. En quelques secondes, près de la moitié de la salle avait levé la main. Le sourire confiant de Richard avait disparu. Bruno s'est soudainement tourné vers moi. Tu as planifié ça. Je l'ai regardé longuement. Non, c'est toi qui as planifié. Tu as menti.
Tu as falsifié des signatures. Tu as emprunté contre la maison de ma famille. Tu as abandonné tes fils nouveau-nés. Tu as essayé de détruire ma carrière. J'ai pris une lente inspiration. Tout ce que j'ai fait, c'est dire la vérité. Personne n'a applaudi. Cela a rendu le moment encore plus puissant parce que le silence peut être plus assourdissant que des applaudissements. Le président du comité d'audit s'est levé. Je propose que cette réunion soit suspendue en attendant une enquête médico-légale indépendante. Un autre directeur a immédiatement appuyé la motion. Elle a été adoptée à l'unanimité. La sécurité s'est approchée discrètement de Richard, puis de Bruno, puis de Vanessa. Alors que je me dirigeais vers la sortie, j'ai entendu Bruno appeler mon nom. Raphaël. Je ne me suis pas retourné. La dernière fois que je l'avais quitté, je portais 2 bébés nouveau-nés dans une tempête de neige. Cette fois, je suis sorti sous le chaud soleil du printemps, et je n'ai jamais regardé en arrière. 3 mois plus tard, j'ai reçu une épaisse enveloppe du bureau du procureur des États-Unis. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Les jumeaux, Étienne et Noé, venaient d'apprendre à ramper, et à ce moment-là, ils semblaient bien plus intéressés à se poursuivre à travers le salon de mon père qu'à quoi que ce soit à l'intérieur d'une enveloppe du gouvernement. Papa a ri alors que Noé attrapait la queue du chien de la famille. On dirait qu'on a un autre fauteur de troubles. Je pense qu'on en a 2, ai-je dit. La vie était devenue étonnamment ordinaire, et après tout ce que nous avions vécu, l'ordinaire ressemblait à un cadeau. L'enquête avait duré près de 4 mois. Des experts comptables judiciaires ont épluché des années de dossiers financiers. Le conseil d'administration de l'entreprise a engagé un cabinet d'avocats indépendants. Le comté a ouvert sa propre enquête sur les documents hypothécaires falsifiés. Un mensonge avait mené les enquêteurs à un autre, puis un autre. Exactement comme papa l'avait prédit. Bruno n'avait pas agi seul. Richard Langford a démissionné avant la fin de l'enquête. Les contrats de conseil de Vanessa ont été résiliés en quelques jours. L'entreprise a annoncé des réformes de gouvernance radicales et de nouvelles politiques de surveillance financière. Quant à Bruno, il a perdu son poste de direction avant la fin du printemps. Plusieurs poursuites civiles ont suivi. Le refinancement hypothécaire a été déclaré invalide en raison des signatures falsifiées, et la maison est légalement revenue à la structure de propriété originale. Papa et moi avons décidé de la vendre plutôt que de garder un endroit rempli de souvenirs douloureux. Nous avons partagé les bénéfices exactement comme nous l'avions toujours prévu. Le fonds pour les études des jumeaux était la priorité. Une semaine plus tard, mon avocate a appelé. Le divorce est finalisé. J'ai attendu. C'est tout. Elle a ri. Raphaël, après tout ce que nous avons traversé, oui. C'est tout. Pas de discours dramatique au tribunal, pas de confession de dernière minute, pas de cri. Juste une phrase mettant fin à un mariage qui aurait dû se terminer bien avant. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Puis je me suis assise sur le porche avec une tasse de café pendant que les garçons faisaient la sieste à l'intérieur. Le silence semblait différent maintenant, non pas solitaire, mais paisible. Environ un mois après cela, j'ai été officiellement embauché par Chanel 7 en tant que directrice des relations communautaires et des vétérans. Ce n'était pas un poste à l'antenne. Je ne voulais pas être célèbre. Je voulais aider les vétérans à raconter leurs histoires, connecter les familles de militaires avec les ressources locales, et rappeler aux gens que le service ne se termine pas quand on quitte l'uniforme. Chaque jeudi, je rendais visite à la maison Fischer. Non pas parce que je le devais, mais parce que je me souvenais exactement de ce que c'était que d'arriver là avec 2 nouveau-nés effrayés et nulle part où aller. Marthe faisait toujours du bénévolat tous les mardis. Quand elle voyait les garçons courir vers elle maintenant, elle faisait toujours semblant d'être surprise. Mon Dieu, disait-elle, qui sont ces beaux petits messieurs? Les jumeaux gloussaient à chaque fois. Un après-midi, Linda m'a posé une question pendant le déjeuner. Si tu pouvais dire une chose à Bruno aujourd'hui, ce serait quoi? J'y ai réfléchi longtemps. Finalement, j'ai répondu. Rien. Elle a souri. Non, j'ai secoué la tête. Il a déjà perdu tout ce qui comptait. C'est la vérité qui a fait ça. Pas moi. Parfois, les gens demandent si la vengeance apporte vraiment la paix. Ma réponse est toujours la même. La vengeance bâtie sur la colère s'estompe rapidement. Mais se défendre avec honnêteté, patience et dignité peut changer le cours de votre vie.
Je n'ai pas gagné parce que quelqu'un d'autre a échoué. J'ai gagné parce que j'ai finalement cessé de laisser les autres décider de ma valeur. Si mon histoire rappelle ne serait-ce qu'à une seule personne qu'il n'est jamais trop tard pour s'éloigner du manque de respect, alors la partager en valait la peine. Et si vous avez déjà dû reconstruire votre vie, un jour difficile à la fois, j'espère que vous savez que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Merci de m'avoir écouté.